Bien, bonjour à tous d'abord. Aujourd'hui, je vais un petit peu expliquer ce qui m'a amené à devenir fabricante de couleurs. Et alors, je vais aller plus dans les détails au niveau de la fabrication des couleurs, notamment en aquarelle et en huile, puisque c'est les deux domaines d'expertise, mais vraiment dans la fabrication avec les machines, comment ça se passe de manière, comment ces couleurs arrivent pour finir dans les tubes. Donc ici, hier, on a organisé, il y avait un stage où il y a déjà un certain nombre de participants qui y étaient, qui sont là aujourd'hui, où on a vraiment travaillé. Et aujourd'hui, on va le voir dans la partie vraiment mon domaine d'activité. Donc, Isaro, effectivement, donc, mon prénom c'est Isabelle, mon nom de famille c'est Roelofs, et donc on a créé la marque en faisant Isaro. On a rapproché le début de mon prénom, le début de mon nom. Ça sonnait bien, ça tournait bien. Donc voilà. Alors j'ai lancé Isaro en 2008. Donc ça va bientôt faire 10 ans. C'est une histoire de famille. Puisqu'en fait moi j'ai des ancêtres qui sont artistes peintres et fabricants de couleurs. Mais là-dessus je vais revenir plus en détail. Alors au niveau de l'artiste peintre, donc je vais vous le présenter comme ça, je pense que tout le monde verra. Donc, le premier, le plus important au niveau de mon patrimoine familial, c'est Willem Roelofs. C'est donc mon arrière-grand-père. En 1822-1897, donc on est originaire des Pays-Bas, mais ils sont très vite venus s'installer en Belgique. Et donc ils ont souvent voyagé entre les Pays-Bas et la Belgique. Voilà, Willem Roelofs, en fait, c'est un peintre qui peignait essentiellement des paysages. Voilà, donc j'en ai plusieurs comme ça. Donc il avait beaucoup travaillé aussi bien, tout le monde a vu, hein, vous me ici. Donc il peignait à l'huile, aquarelle, après il faisait des dessins, lithographies. Donc sa prédilection, de toute façon à cette époque-là, c'était l'huile qui était la technique picturale la plus noble en fait. Voilà. Donc région hollandaise, donc beaucoup de moulins. Donc les ciels toujours très travaillés aussi. Et alors, les vaches. Voilà, c'était vraiment à l'époque c'est ce que les gens voulaient, c'est ce que les gens achetaient. Il vivait de son art, très bien. Il était voilà. Donc au niveau de mon arrière-grand-père, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu une exposition qui a été faite, je pense, en 2007 ou 2008, où il y a eu vraiment une rétrospective de toute son œuvre. Donc il y a eu 2 expositions, mais dont une à Rotterdam. Donc nous on a été voir les 2 expositions, parce que généralement quand on fait des expositions sur mes ancêtres, on nous contacte pour voir si on a des photos, des cahiers. Donc j'ai pas su tout vous apporter, mais on a encore tous ces cahiers d'expo, parce qu'il travaillait énormément et il exposait énormément et il vendait beaucoup avec ce qu'il avait vendu, à qui, comment, les lettres, les remerciements. Donc on a quand même beaucoup de... et généralement ça revient vers moi petit à petit, puisque j'ai repris un peu cette activité au sein de la famille. Donc je vais voir ce que j'ai. Voilà, alors ça c'est quand il était vraiment... donc il peignait une petite esquisse à l'huile avant de retourner dans son atelier pour aller faire un travail plus fini. Alors lors d'une de ces expositions, il a exposé ses tableaux et puis il s'est dit je vais exposer un peu mes petits trucs comme ça juste pour montrer tout est parti. De ses travaux les plus aboutis à ceci qui était pour lui juste une petite étude. Donc nous au niveau de notre patrimoine, on n'a quasiment plus rien, parce qu'il vivait de son art et je le vendais. Donc on n'a pas...
Ça, c'est un très beau tableau qui est normalement une acquisition, je pense, qui parle à Belgique. En tous les cas, on l'a déjà vu. Donc, c'est vraiment... de toute façon, si vous faites des recherches sur Willem Roelof, pour ceux que ça intéresse, il y a des livres et beaucoup sur Internet, y compris posters et coussins. Alors, quand vous voyez sur un coussin une reproduction de tableau, c'est moyen. Sur le coup, c'est moyen. C'est une chouette blague pour cadeau de Noël, pour la famille. Mais voilà. Donc, arc-en-ciel, il y a vraiment un beau travail avec la lumière. Voilà, ça c'est aussi une esquisse qu'il a fait avant. Je pense que celui-là est en aquarelle, mais donc c'est le même thème qu'il reproduisait plusieurs fois pour arriver à quelque chose de plus voilà. Là aussi, ça c'est plus, donc ça c'est quand il travaillait donc en plein air. Là aussi, on est plus dans l'esquisse hein, pour lui, dans un travail passionniste. Oui. Donc, Willem Roelof, ça a eu deux fils. Willem Roelof Junior. Alors, il faut faire attention parce que tout le monde connaît. Hein. Donc, Willem Roelof Junior. Donc, Willem Roelof, ça a une très belle cote. Willem Roelof Junior un peu inférieur. Donc, dans les signatures, toujours faire un peu attention quel Roelof vous achetez. Si vous achetez, c'est pas forcément la même chose. Donc, moi, je vais m'intéresser à Albert Roelof. C'est mon arrière-grand-père. Que je n'ai pas connu forcément, mais j'ai un grand attachement à lui. D'abord parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très impressionniste, je vais vous montrer. C'est beaucoup... autant son père, c'était l'extérieur, autant Albert Roelof, c'est l'intérieur, les paysages, sa femme, ses enfants. C'est très très beau. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui nous reste, c'est son autoportrait. C'est Junior. Ça, c'est le Ah oui, d'accord. donc c'est le deuxième. D'accord. Qui est plus jeune. Voilà. Alors là, il y a les travaux drapés, les robes. Donc, oui, c'est forcément. Très beau là, on n'a plus rien non plus. Là on est, donc lui c'est 1920 sa décès et parce que justement les dates 1877 pour sa date de naissance. Donc il est mort relativement jeune. Ils étaient tous aussi professeurs, ils ont donné des cours notamment à Inderland aux Pays-Bas. Ça on a eu longtemps, donc, mais c'est sa palette. C'est mon grand-père en fait qui l'a peint. Donc son fils, il était très attaché à la famille, donc c'est beaucoup des intérieurs, beaucoup sa femme ou ses enfants. Alors, moi ça, cette palette, enfin ça j'ai connu. C'était chez mes grands-parents. Puis bon voilà, ça a été revendu, ça arrive souvent. Voilà, niveau en intérieur. C'est incroyable. Donc il faisait des petites il faisait des aquarelles, lui. Enfin, ils étaient surtout peintres. Oui, mais ils ont aussi fait des aquarelles, pastels aussi. Et son atelier. Voilà, donc son atelier, si je regarde bien, on va son portrait. C'est celui que je vais montrer aujourd'hui. Il y a encore des chevalets que j'ai récupérés, la petite chose que j'ai récupérée. Je faire un peu tout ce que je veux. Voilà. Alors Albert Roelof était peintre et a commencé la fabrication des couleurs dans une plus petite dimension aux Pays-Bas. Donc il s'est associé avec un chimiste, avec d'autres personnes, et il a lancé une petite fabrique de couleurs. Donc, ça vient de là aussi, de mon métier, donc on a toujours été un petit peu baigné à un moment dans cet univers. Alors j'ai des cousins, des cousines, qui étaient plus hermétiques ou moins attirés par ça. Moi ça m'a toujours impressionné, je trouve qu'il y a un petit côté magique dans les noms et tout ça. Mon arrière-grand-mère, sa femme,
peintre, bon, plus modeste, mais bon, la barre était quand même, enfin, la barre, il faut quand même s'imaginer qu'on était quand même, personnellement, dans une barre assez haute quand vous êtes descendant de William Rudolph, c'était quand même, pour tout le monde, c'est... Donc, arrière-grand-mère qui a bien vécu, 99 ans. Donc voilà, alors, c'est mon deuxième nom d'ailleurs, c'est Chic. Voilà. Chic. Voilà, elle c'était surtout des fleurs, aussi aquarelle. On a beaucoup plus. Elle voilà, c'était plus son père à elle. Donc là, je l'ai pas dit, mais donc c'est le beau-père d'Albert Rudolph. Donc était aussi artiste peintre et actuellement il y a une exposition à Haarlem, aux Pays-Bas. Donc ils font aussi une rétrospective de toute son œuvre. On a aussi été contactés. Voilà, c'est William Blackman. Il ne s'écrit pas tout à fait de la même façon. Là, on le voit dans son atelier. Ça, c'est le truc qu'il y a actuellement. Donc en fait, il a travaillé beaucoup en Indonésie. Et donc là, ils ont cadré l'exposition sur ses peintures quand il était en Indonésie. Il a donné des cours aussi. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir l'exposition parce que c'est jusqu'au 10 septembre, donc ça peut être avance. Mais c'est clair que c'est vraiment enrichissant de pouvoir avoir comme ça des expos qui se font. Voilà, donc au niveau de mon patrimoine, j'ai quand même beaucoup d'artistes dans la famille. Alors mon grand-père peignait aussi, voilà. Il y a eu sa sœur, donc les enfants d'Albert Rudolph, donc mon grand-père peignait mais plus en amateur. Et sa fille, c'est Albertine de Letaille, qui elle était illustratrice de livres pour enfants. Donc ça aussi, on vient de faire une petite recherche, elle a énormément fait de petits livres pour les enfants. Et il y a toujours des artistes qui restent dans la famille. Actuellement, j'ai une de mes cousines un peu plus lointaine qui est artiste. Ça reste très ancré dans notre famille parce qu'on a eu, on a été élevé dans cette ambiance en fait. Mon grand-père a continué, il y a eu des tableaux, on les regardait, donc on a vraiment baigné dans cette atmosphère. Donc, Albert Rudolph, il a fait sa petite fabrique de couleurs pour artistes. Ensuite, mon grand-père a travaillé un petit peu dans cette fabrique. Et puis mon papa aussi, voilà, quelques années. Pour ensuite, mon grand-père a choisi de revendre, pour revenir sur de vendre sa petite fabrique. Parce que de toute façon, il n'était pas très bon gestionnaire, ça arrive dans les familles. Et donc, voilà, il a revendu. Et ça s'est arrêté. Ça s'est clairement complètement arrêté. Donc, moi, j'ai toujours baigné dans cette aura, Albert Rudolph, la fabrication des couleurs. Alors, j'entendais parler de lac de Garance, mais je ne savais pas, on a vu hier ce que c'était une lac. Mais moi, je croyais que c'était un lac. Le lac de Garance, ça devait être magnifique. Imaginez ça. Mais... Donc, j'ai vraiment baigné dans tout ça. Donc, à la base, j'ai fait des études de journalisme. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque. Et j'étais malheureuse. Donc, ça a marché un certain temps, mais ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai eu vraiment envie de recréer des couleurs pour les artistes. Donc j'ai demandé de l'aide à cette époque-là à mon papa, qui n'était pas très chaud au départ, parce que bon, son expérience n'avait pas été très bonne avec son papa, ça s'était pas super bien passé et tout ça. Donc voilà, un petit peu plus... pas tout à fait chaud, puis c'est un marché très niche aussi, c'est pas évident. Ça imposait une nouvelle marque, il y avait quand même pas mal de concurrents, enfin voilà, c'était un défi, c'était un petit peu... Donc en Belgique, puisque je suis installée en Belgique, il y a moyen d'obtenir des subsides pour lancer une petite société, pour avoir un caractère original. Donc j'ai complété les documents, j'ai obtenu mon subside. Et puis petit à petit, on a lancé l'histoire avec mon papa alors là, qui s'est mis en arrière et qui m'a soutenue, notamment au niveau de la fabrication des machines, on les verra après. Donc il y a certaines machines qui ont été fabriquées par mon papa. Pour deux raisons. D'abord, je pense que vous le savez, les fabricants de couleurs, il y en a, mais il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue, c'est pas des boulangers. Donc, trouver réellement des machines qui servent à la fabrication des couleurs,
c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de marché en fait. Donc voilà. Alors j'ai commencé avec la couleur à l'huile, parce que nous dans notre héritage familial c'était quand même le produit qui nous semblait le plus noble. Donc j'ai commencé en 2008 avec une petite gamme de couleurs à l'huile. Donc on a fabriqué ça. J'ai commencé à vendre les huiles et puis j'ai eu de la demande pour les aquarelles. Donc voilà, j'ai des gens qui m'ont vraiment parlé de l'aquarelle. Alors là, mon papa s'est désengagé, il a dit écoute, moi l'aquarelle, voilà, non. Enfin, il avait toujours un petit peu peur, mon papa, je suppose peur pour sa fille, je sais pas. Et donc là, je me suis dit mais moi oui. Et donc j'ai fait énormément de recherches pour créer une gamme d'aquarelle parce que la difficulté dans l'aquarelle, c'est le liant, c'est trouver la bonne composition du liant. Autant quand on est dans une couleur à l'huile, c'est simplement une huile cicative, donc on a le choix entre 4 huiles, c'est un choix que l'on fait, l'huile de lin, l'huile de cartame, l'huile de noix ou l'huile d'œillette. Autant dans le liant aquarelle, il y a plusieurs composants et ingrédients qui ont une importance dans la qualité de l'aquarelle qui sera proposée. Donc c'est pour ça généralement qu'au niveau des fabricants, ça reste un petit peu... on ne sait pas toujours très bien ce qu'il y a dans ce liant en fait. On garde un petit peu secret nos recherches, voilà. Donc j'ai travaillé, alors à cette époque-là, j'ai travaillé avec un aquarelliste belge, Fabien Pétillon, qui m'a vraiment soutenue dans la recherche des aquarelles au niveau de son expertise d'aquarelliste. Donc c'est-à-dire que je venais avec un produit, il l'essayait et puis il devait me dire, voilà, parce qu'on travaille quand même, si vous faites une recherche sur internet avec l'ingrédient de l'aquarelle, vous aurez des informations, mais les quantités exactes et tout ça, c'est pas mentionné ni dans les livres, et ça s'apprend nulle part, il n'y a pas d'école. Donc il faut arriver à bien maîtriser ce que chaque composant apporte, chaque pigment aussi, et donc il devait tester en aveugle, enfin je lui faisais tester en aveugle les couleurs pour essayer de voir ce qui fonctionnait, pourquoi ou pas, jusque quand on arrive à quelque chose de correct. Et donc une fois qu'on a eu quelque chose de correct, on a travaillé avec ses élèves aussi, qui ont testé sans vraiment savoir ce qu'ils testaient en fait. Donc dans les couleurs Isaro, les aquarelles Isaro, que ce soit pour l'huile ou pour l'aquarelle, il y a à chaque fois un an de recherche derrière. Un an pour sortir le produit, et puis il y a quand même toute la recherche, enfin personnellement je reste à l'écoute des retours, parce que c'est important de satisfaire l'aquarelliste. Voilà, sans cacher. Donc il a fallu faire des ajustements au niveau de la conservation, enfin ça je vais expliquer au niveau de la fabrication, mais il y a des contraintes aussi, le fait qu'on est en tube. Voilà, quand on vend une couleur à l'huile, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'abord l'huile et puis le pigment. Enfin, on a des contraintes de stockage, la manière dont ça va être mis dans les magasins. Et donc tout ça, c'est des petits ajustements qu'il faut faire, qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque de mon arrière-grand-père. Pour arriver à un produit le plus fini. Voilà. Donc au niveau des couleurs, moi je me suis limitée à la fabrication des aquarelles et des couleurs à l'huile. Ce sont les deux domaines dans lesquels je produis. J'ai en huile 46 couleurs. En aquarelle, je dois approcher 52 formats, 20 ml et 7 ml. Donc si on globalise tout, on voit quand même qu'il y a ça fait un certain nombre de tubes à produire pour une personne. Parce qu'actuellement, je travaille seule. Donc je suis vraiment la plus petite, je pense, la plus petite fabrique de couleurs, en tous les cas en Europe. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un autre jeune homme qui s'est lancé dans l'aventure tout seul aussi. Je ne sais plus le nom de mémoire, mais voilà. Donc c'est un produit qui a pour avantage de ne pas être périssable. Donc on peut quand même produire, avoir du stock qui reste bon en fait. Et pas comme dans du chocolat. Voilà, c'est comme ça que c'est gérable aussi seul. Donc au niveau de la fabrication, on a toujours un pigment, donc la poudre colorée. Ce
Ce qui va déterminer le type de peinture, c'est le liant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé hier avec les élèves qui ont participé au stage. Mais donc le pigment est commun à tous les types de peinture, y compris pour les murs. Donc, aquarelle, moi je travaille avec de la gomme arabique qui vient de l'acacia, dissout dans de l'eau distillée. Je rajoute du miel et de la glycérine pour la luminosité, mais aussi pour avoir cet aspect un peu plastifié, pour aussi que ça puisse facilement se remouiller quand l'artiste laisse dans sa palette. Ça doit pouvoir, l'aquarelle devait pouvoir revenir, réhumidifier sans que ça caille, sinon ça va avoir une tendance à cailler si on rajoute pas miel et glycérine. Ça c'est pour l'aquarelle. Donc moi je travaille avec de la gomme arabique. Maintenant vous pouvez aussi dans un produit, une aquarelle moins noble, on va se travailler plutôt avec de la dextrine, ça coûte un peu moins cher. Voilà, après vous avez un peu de tout. Le tenant de l'aquarelle que je ne fais pas, mais c'est la gouache. Mais bon, la gouache c'est un marché assez fermé parce que vous avez soit vraiment des artistes professionnels, soit que c'est vraiment fort associé aux enfants. Donc la gouache, c'est un petit peu la même chose. Sinon, si on le travaille, si je devais la travailler en produit, aurait-il plus noble, c'est la même base. On travaille aussi avec une eau, avec de la gomme arabique dissoute dans de l'eau. La grosse différence entre l'aquarelle et la gouache, vous le savez peut-être, c'est que l'aquarelle doit résonner avec de la transparence, alors que la gouache, c'est de l'opacité. Donc en aquarelle, on va vraiment travailler la transparence. Au niveau de la gouache, vu qu'on a avec le même liant, les mêmes pigments, on rajoute une charge opacifiante, pas trop le choix, pour les distinguer. Voilà, c'est ça la grosse différence. Maintenant, vous pouvez les mixer aussi ensemble. C'est pour finir que la gouache et l'aquarelle soient... Je pense que l'aquarelle n'accepte pas au niveau des expositions, en tous les cas, il peut y avoir débat. Le mélange de l'aquarelle et de la gouache n'est pas très bien vu, mais pourtant, voilà, on est dans un produit un peu similaire. Mais ça, c'est... Ouais. Donc gouache, aquarelle, l'huile. Et puis il y a l'acrylique. Moi, je ne travaille pas l'acrylique. Donc là, on est avec une résine de synthèse. C'est arrivé dans les années 50. Donc l'acrylique a vraiment mangé une grosse part de marché, aussi bien pour l'huile, parce que pour certains, ça a l'avantage de sécher plus vite. Et aussi pour l'aquarelle, parce que voilà, vous travaillez aussi, ça se dissout à l'eau en fait. Tout le monde n'apprécie pas les contraintes de l'huile, la térébenthine, l'odeur. Il y a certains qui développent des allergies, puis le nettoyage. Voilà, ça ne se nettoie pas à l'eau. Donc voilà, il reste les pastels. Donc le pastel, alors là c'est encore plus compliqué, c'est vraiment un métier, je trouve, enfin presque en soi, parce que c'est énormément... vous ne mélangez pas réellement les couleurs dans le pastel, donc vous avez vraiment plus... C'est chaque fois le pigment qui est associé à une charge blanche pour le dégrader. Donc par exemple dans un outre-mer, vous pouvez en avoir 5, 10, je ne sais pas exactement combien, mais 5-10 références, plus ou moins foncées en fait. Voilà. Donc ça c'est un boulot... c'est immense. Donc voilà, moi je me suis arrêtée pour le moment aux aquarelles et couleurs à l'huile, ça m'occupe déjà très bien. Voilà. Donc pour le moment c'est les aquarelles qui remportent, enfin je vends plus d'aquarelles que d'huile. Voilà. Ça dépend des fabricants. Moi je suis plutôt dans ce cadre-là, j'en connais un autre qui vend plus d'huile. Moi, mon produit phare, c'est l'aquarelle. Donc, c'est vraiment un produit que j'ai bien fait de mettre au point, parce qu'il y a vraiment un public qui accepte et qui est demandeur d'aquarelle. Je l'ai fait uniquement en tube, ça c'est une question qui revient aussi. On va voir au niveau de la fabrication, mais je l'ai fait en tube et pas en godet. Par contre, vous pouvez remplir des godets vides avec les aquarelles ça. Donc vous faites sécher, on l'a fait hier, c'est un peu le principe, et puis vous pouvez utiliser comme des godets. Alors je ne fabrique pas de godets, et je ne sais franchement pas si je vais en fabriquer, parce que c'est petit,
je suis vraiment dans de l'artisanat, vraiment dans de l'artisanat et un petit artisanat. Donc voilà, il y a une contrainte de packaging, de petites étiquettes à coller. Voilà. Donc après, comme je dis, l'aquarium peut très bien remplir ses godets. Ça se faisait à l'époque, ça peut se refaire. Voilà, c'est pas compliqué. Donc oui, il y a moyen. Alors ce qui va peut-être se faire, par contre, ça c'est une idée qui a été soulevée, qui était déjà en réflexion, c'est la possibilité sur mon site, puisque j'ai un site internet, de proposer godet, la petite boîte qui va avec, et vous pouvez acheter la petite boîte vide avec les petits godets vides que vous remplissez. Parce qu'après, voilà, soit il faut aller sur des godets, je ne suis pas hyper pour les petits coffrets préfaits, je ne suis pas très coffret en fait, parce que voilà, je trouve que l'artiste normalement devrait pouvoir sentir et voir les couleurs qu'il a besoin. Et constituer sa boîte. Et un artiste n'est pas l'autre, parce que déjà il y en a qui vont faire des marines, il y en a qui vont faire un peu de tout, il y en a qui vont faire des fleurs. C'est pas forcément les mêmes besoins. Donc voilà, c'est un petit peu. Après je reste à l'écoute. En fait, c'est ça aussi qui n'est pas toujours facile, comme je suis dans un tout. Enfin, c'est tout petit. On n'a plus cette habitude d'être en relation directe avec un fabricant. Vous l'avez perdu en fait, hein. On va le dire, ça s'est perdu. Avant, les artistes allaient voir leur fabricant de couleurs, discuter avec. Il y a eu des réflexions et des avancées qui se sont faites comme ça. Donc ça s'est un peu perdu. C'est vrai que c'est difficile avec Internet de faire toujours comprendre que quand vous posez une question, c'est chez moi. Vous ne tombez pas chez une assistante, vous tombez sur moi. Je peux... Voilà, je réponds volontiers aux questions, aux conseils. Voilà. Ça doit presque se réapprendre. Il faut dire aussi que tu peux même fabriquer. Alors, oui, c'est quelque chose que je sais faire aussi, c'est du sur-mesure. Donc j'ai parfois des demandes plus spécifiques. Voilà, on me demande telle rose ou tel ton. Et donc c'est quelque chose que je peux faire. Maintenant, voilà, il faut déjà que la personne elle sache ce qu'elle a besoin, parce que il faut vraiment, voilà, on l'a vu hier puisqu'on a fait le stage, on a justement fait du verre. Un verre c'est complexe, un verre, hein. On va en faire cet après-midi en mélange. Donc moi quand on me demande un rouge framboise, c'est super, hein. C'est chouette non. Mais alors quelle framboise, à quel moment? Donc il faut vraiment quand même presque, si on veut le faire donc c'est généralement, évidemment, ça se fait par Internet, mais vraiment, si on veut le faire bien, c'est définir quel verre, presque le travailler avec la personne. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque, hein, quand je dis que l'artiste allait voir son fabricant de couleurs, ça se faisait comme ça. Donc voilà, je telle couleur et puis vraiment voir ce que la personne a besoin, mais comme dans tout artisanat où il y a du sur-mesure, je pense. Voilà. Après, il y a beaucoup de couleurs aussi qu'on sait obtenir facilement. Donc oui, je ne suis pas contre le sur-mesure. Maintenant, si c'est un mauve, ou je dois juste mettre du rose et du bleu, je peux juste l'expliquer aussi. Voilà. Ça dépend un petit peu. Donc, la fabrication. Donc on a vu les liants. Donc moi, au niveau des couleurs à l'huile, j'ai fait le choix de travailler avec de l'huile de lin. J'ai choisi l'huile de lin d'abord parce qu'on a toujours chez nous travaillé avec de l'huile de lin. J'ai encore au niveau du fournisseur, c'est le fournisseur de mon grand-père sûrement, et je pense de mon arrière-grand-père aussi. Donc voilà, avec mon nom apparemment ils s'en souvenaient, donc j'étais content que je revienne chez eux. Moi je travaille avec l'huile de lin, alors en couleur à l'huile, enfin, il y en a certains qui aiment peut-être à l'huile, mais on reproche à l'huile de lin de jaunir, donc du coup, voilà, on va dire qu'on n'est pas très... certains sont un petit peu réticents à avoir une couleur dans les blancs qui soit broyée avec de l'huile de lin, parce qu'ils pensent que ça va jaunir. Alors ça jaunit effectivement quand c'est stocké à l'abri de la lumière, comme ça peut être le cas dans certains musées qui ont des stocks. Donc là, effectivement, il y a une sensibilité. Mais dès que vous réexposez, si ce n'est pas le vernis, si vous réexposez l'œuvre
pas en lumière directe, mais en lumière. Cette photosensibilité est réversible, et vous allez retourner sur le blanc. Voilà. Donc après, il faut voir si c'est pas aussi un vernis qui a été mis par au-dessus, qui s'est encrassé. Voilà. Mais donc il ne faut pas avoir peur de travailler avec de l'huile de lin. Alors il y a d'autres huiles qui existent, l'huile de cartame, de hêtre ou de noix. L'huile de noix est très bonne mais très difficile à trouver, très chère. L'huile de lin en fait c'est celle qui... Donc là je vais revenir sur la manière dont ça sèche. Sèche n'est pas le bon terme, une couleur à l'huile, donc ça cicative. C'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique entre l'huile et l'oxygène. Donc on doit avoir ce qu'on appelle une huile qui est cicative, c'est-à-dire que si vous avez une friteuse chez vous, vous prenez 3 mois après votre friteuse, l'huile est toujours liquide. Elle ne cicative donc pas. Elle est saturée déjà en oxygène, elle ne bouge plus. Donc nous on a besoin d'une huile qui va encore se transformer et durcir. Donc il y a un durcissement qui est assez long, c'est pour ça que l'huile est un médium qui sèche, qui cicative, donc ça durcit. Alors que l'aquarelle, il y a une évaporation. Donc l'huile de lin en fait est l'huile qui est la plus cicative. Il y a une interaction aussi chimique entre le pigment et l'huile. Donc il y a des pigments qui vont activer cette cicativation, cette réaction, et il y en a d'autres qui vont la freiner. Donc c'est pour ça qu'en huile, on a des cicatifs, tout le monde aura entendu parler, qui sont par exemple, à une époque, on utilisait des cicatifs à base de plomb, comme ça maintenant c'est un peu plus tôt, mais donc le manganèse par exemple accélère ce processus, donc on avait des cicatifs à base de manganèse. Donc voilà, ça c'est au niveau... Donc c'est, oui, l'huile de lin est celle qui cicative le mieux. D'ailleurs, chez certains fabricants qui travaillent avec d'autres huiles, notamment l'huile de hêtre, qui est cicative moins bien. C'est pas pour ça qu'elle est mauvaise, hein. Je ne vais jamais considérer que voilà, chaque fabricant a ses choix. Il y a quand même des choix qui se font, qui sont, je ne vais pas dire personnels, mais voilà, il y a des choix. Donc l'huile de hêtre, effectivement, jaunit moins, parce que voilà, elle est moins chargée en certains acides, on va pas rentrer dans les détails, mais donc elle jaunit moins. Et cependant, elle cicative moins bien aussi. Donc par exemple, le noir d'ivoire, c'est un noir d'os calciné, est une couleur peu cicative. Si vous la broyez avec de l'huile de hêtre, sans ajouter de cicatif, ça a vraiment du mal à sécher, ou à durcir. Donc, alors, il y a beaucoup de fabricants maintenant, parce qu'on a des contraintes pour finir commerciales, voilà, ou des attentes en tous les cas. Donc il y a beaucoup, en huile, beaucoup de marques qui vont faire des couleurs qui se nivellent au niveau des temps de séchage. C'est-à-dire qu'au niveau du broyage ou du travail de la recette, ils ont rajouté du cicatif pour que les couleurs les moins cicatives rattrapent ou durcissent aussi vite qu'une couleur cicative. Parce qu'en huile, il y a certaines contraintes techniques qui sont quand même importantes. C'est-à-dire que si vous mettez une couleur très cicative en dessous, que vous revenez avec, on va voir par exemple une couleur très significative, ça peut être du bleu prusse, ça cicative très vite, ça durcit très vite, que vous revenez au-dessus avec une couleur moins cicative, il n'y a pas de souci, en dessous ça va sécher, voilà, au-dessus ça reste, ça reste flexible, puisqu'on n'est pas encore sexy, vous inversez, ici ça se durcit, là ça commence à travailler, vous avez des craquelures. Donc il y a des craquelures de jeunesse, ça c'est de faute de technique. Voilà, moi j'ai déjà eu des artistes qui participent à un concours, ils viennent avec une grande toile, ils ont fait une ligne blanche, voilà, c'était un peu abstrait, mais ils ont fait une ligne blanche, mais au blanc de zinc. Et puis ils sont tout malheureux parce qu'un mois après, ou 3 semaines après, quand ils vont aller à leur expo, c'est toujours pas sec, maintenant le blanc de zinc, ça cicative très lentement, il faut prendre un autre blanc. Voilà, il y a le blanc titre, ou il faut rajouter du cicatif. Donc moi personnellement je rajoute rien, je suis vraiment dans le pigment, l'huile, mais pas de cicatif. J'aime pas tout ce... Enfin, c'est un choix, personnellement, j'ai choisi de ne pas rajouter ce type de produit parce qu'il y a quand même encore des artistes qui apprécient le fait que ça sèche lentement. Et donc voilà, après rajouter trop de cicatif c'est pas bon non plus.
Donc je préfère prévenir que ça va sécher lentement et qu'ils peuvent rajouter du sécatif et qu'il n'y en a pas encore dedans. Donc je ne rajoute pas de sécatif. Je rajoute par contre en toute petite quantité, hein, ça reste des additifs qui permettent justement de ne pas avoir toute l'huile qui sort. Parce que par définition, ça va avoir une tendance à décanter, donc le pigment, surtout quand on est avec des pigments plus lourds, ils vont tomber en dessous, et puis l'huile va remonter. Et alors, voilà, esthétiquement, les gens, enfin, quand ils prennent le tube, ils ont de l'huile et puis du piment. Commercialement, c'est pas très agréable, vous avez un peu l'impression voilà, d'avoir acheté un truc moyen. Donc voilà, ça c'est des contraintes qui sont implicites à la mise en tube, et qui ont été d'ailleurs corrigées, que j'ai dû, je ne le cache pas, hein, j'ai amélioré mes recettes au fur et à mesure de ces petits soucis. Et là, je pense qu'au niveau des huiles, je suis un produit, et des aquarelles aussi, mais au niveau de l'huile, je suis un produit vraiment qualitatif. Je suis contente de ce que je fais. Et de la conservation. Et donc je vérifie. Hein. Je vérifie vraiment comment ça se comporte. J'ai des tubes tests et je vérifie que, voilà, que ça continue à bien se porter. Voilà, donc il y a tout un travail aussi au niveau du choix des pigments. Parce que bon, forcément, je travaille essentiellement avec des couleurs monopigmentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pigment qui entre dans la recette. Donc dans les grandes lignes, pour ceux qui participent au stage cet après-midi, on ira plus en détail. L'important, c'est plus vous mélangez des couleurs, au plus on arrive vers le gris. Donc si vous achetez 2 tubes, un jaune, on va faire simple, hein, on va dire un jaune et un rouge, en monopigmentaire, vous allez avoir un orange, si on est d'accord. Si maintenant vous avez déjà, ça marche moins bien, mais donc non, si vous prenez un orange, on va avoir un orange qui est un seul pigment. Mais si vous avez déjà un orange qui est à base de rouge et de jaune, que vous faites un mélange, on va dire avec un mauve, qui est avec du rouge et du bleu, pour finir vous mélangez déjà 4 pigments. Je n'ai pas fait le choix du mélange là que j'explique est génial, mais ce que je vais expliquer, c'est que vous ternissez. Donc on a actuellement une richesse au niveau des pigments qu'on n'a pas toujours eu, mais là le choix et le marché est vraiment riche en pigments et suffisamment riche pour pouvoir offrir une gamme relativement monopigmentaire. Maintenant on fait toujours aussi des mélanges, notamment pour les verts, pour certaines couleurs plus spécifiques, mais dans la gamme il y a essentiellement un seul pigment. Donc, gamme essentiellement monopigmentaire, donc forcément beaucoup de pigments. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même un bon stock. Donc pour un artisan, dans ma dimension, là par contre, ce qui peut être difficile parfois, c'est les quantités. Ce que j'avais donc expliqué hier, on est confronté à certaines quantités, mais aussi dans l'achat des tubes. Voilà, si on a des prix corrects, c'est par 50 000. Donc, et c'est vraiment des grosses différences de coût, je peux vous dire que c'est très dissuasif, parce que voilà, on peut vous en faire 5 000, mais voilà, je ne sais plus exactement, mais on va dire que ça peut être de 1 euro le tube, enfin pour vous donner une dimension, si vous en achetez 5 000, et puis sinon vous tombez à 0,10 cents. Donc les différences, c'est quand même important. Vraiment, c'est chaque fois du stockage, chaque fois de l'investissement, donc voilà, il y a tout un travail aussi à ce niveau-là. Mais voilà, il y a une passion derrière aussi, donc qui motive. Hein. Si vous n'avez pas la passion, vous arrêtez au départ, parce qu'il faut arriver à avoir la rentabilité, il y a quand même les critiques, il y a les remises en question, on passe par tout ça, mais je crois que tout artisan, toute personne qui fonde ce TCT passe par des doutes. Et puis, oui, vous avez de toute façon... moi, je suis quand même descendante des Roelofs, donc la société, je l'ai expliqué, elle a été rachetée. Elle est rachetée par une marque qui existe encore aujourd'hui. Je peux vous dire que le jour où j'ai fondé Isaro, ça ne leur a pas plu. Voilà. Donc, alors moi, je leur ai dit, franchement, là, je crois que vous vous trompez de concurrent. Je pense pas que je vais prendre un très gros marché, il y en a des plus gros, donc ça s'est très bien passé, mais voilà. Ça, un milieu assez fermé, donc ils n'aiment pas non plus. On arrive comme ça. Voilà.
Donc au niveau de la fabrication, choix des pigments, le liant, donc les machines. Cela, on a travaillé hier à la main, mais je vais revenir sur les machines. Donc il y a un premier travail qui est le mélange du liant et du pigment. Alors en aquarelle, on l'a fait hier. Vous avez vu que ce n'était pas un très gros problème. Dans l'ensemble, on a des pigments qui se mélangent un peu plus difficilement. On traîne un peu plus lentement le pigment. Donc ici, je travaille encore. Donc ça, c'est l'aquarelle. Donc l'aquarelle, c'est plus facile aussi parce qu'il n'y a pas... il ne faut pas que la pâte peut être plus ou moins liquide. En fait. On n'a pas de travail d'empattement. L'huile, c'est vraiment, il y a de la matière en fait. Donc l'huile, ça se travaille tout à fait différemment. On ne mélange pas comme ça, on a une mélangeuse. Voilà. Donc ici, pour l'huile, une cuve avec des pales qui mélangent le pigment et l'huile. Donc là, autant l'aquarelle, ça se mélange relativement rapidement, autant l'huile, c'est plusieurs. Donc voilà, je mets le pigment, je mets le liant. Chaque pigment prend une quantité différente de liant, contre l'aquarelle ou l'huile. Donc il y a une recette pour chaque couleur. Et alors parfois ça peut se travailler différemment parce qu'on va avoir une tendance à se dire ça peut être très lent la prise du liant. Donc on est avec une pâte qui reste très sèche. On a envie vraiment de rajouter du liant. Mais non, il faut laisser mélanger. Enfin, l'expérience a parlé, il faut prendre le temps. Donc une fois que c'est mélangé, ça passe sur les broyeuses. J'en ai deux. Donc ça c'est la plus petite sur laquelle je travaille l'aquarelle. Donc il y a 3 rouleaux, ça s'appelle des tricylindres, qui broient le pigment, puis entre les rouleaux ça s'écrase encore. Donc le but c'est vraiment de lier, il y a encore une part de broyage et puis il y a lier le pigment et le liant. C'est ça, c'est la partie que la concurrence utilise comme petite machine test. Et voilà, ça c'est un plus gros plan, mais je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la toute grosse, donc ce sont des rouleaux en granit. Et c'est sur celle-là que je travaille les huiles. Donc on voit en fait la pâte, l'huile ça coule pas, ne doit pas couler. On doit rester. Ça c'est un jaune mécanique. Et c'est en place. Donc, ça passe plusieurs. Oui, ça passe plusieurs fois. Oui, soit en aquarelle ou en huile. Je crois quand même le pigment il passe 3-4 fois et en huile. Parce que vraiment l'huile c'est. Voilà, il y a encore un travail, il y a un travail qui se fait dans la mélangeuse, il y a un travail qui se fait sur la machine pour arriver à ces pâtes. Après, il y a le coup d'œil aussi, enfin, il y a l'expérience derrière. Hier, on a visité une papeterie, une fabrique du papier, on peut se douter, quand je l'ai vu mettre son tamis et puis ressortir, je me suis dit, ça a l'air facile, mais ça c'est encore le métier derrière, quoi. D'ailleurs, il l'a dit. Voilà. Donc ça c'est le broyage, c'est la partie la plus importante. Alors au niveau du mélange et du broyage, tous les fabricants travaillent de la même manière. Donc je ne suis pas en reste. Là je suis au niveau qualitatif et de production de n'importe quel autre fabricant. Ils travaillent tous avec, c'est peut-être d'autres tailles, mais c'est la même manière de travailler. Donc on passe tous par une broyeuse et on passe tous par une mélangeuse. Mais le plus important, c'est le broyage. Donc, la petite broyeuse, c'est une que mon papa a remis à neuf, et celle-ci, c'est une de celles qu'il a fabriquées. Donc, il a fabriqué, on a fait tourner les rouleaux en granit, mais il a tout fabriqué, tout le mécanisme, il a fait les engrenages, voilà. Ça a été fabriqué sous son. Et ensuite, forcément, il y a la mise en tube, c'est là où les godets. C'est la partie. Donc mise en tube, là je travaille par contre encore vraiment de manière plus artisanale parce que c'est à la main. Donc c'est une machine à piston. Donc ici on voit le petit robinet, ici, le tube en dessous. Donc là c'est pour mettre en tube de l'aquarelle, c'est un peu plus liquide. L'huile c'est 2 embouts
comme les charcutiers quand ils font de la saucisse. Là, je suis vraiment à l'ancienne. On avait une main, mais là, c'est pendant les conduits. Oui. C'est la petite machine-là, mais on commence à faire ça. Là, ça, c'est la partie qui est par rapport à la concurrence où je suis beaucoup moins. Là, on est dans l'artisanat et la concurrence, on va dire que c'est vraiment des automatique. Maintenant, on n'enlève pas de qualité. Hein. C'est juste. Voilà. C'est juste un homme. Pas un homme, une femme. Mais... voilà. Donc ça, c'est la petite machine pour faire des tubes. Voilà. Donc, bah oui, je vais vous montrer mon atelier. Combien vous en produisez par an de tubes? Ouais, à mon avis, je dois tourner autour... Parce que maintenant, j'ai quand même augmenté la production. Je dois être autour des 10 000... peut-être un petit peu moins. Pardon? Oui, je travaille essentiellement. Oui, non, je travaille toute seule pour le moment. Alors, à un moment ça allait, ça va allier l'administratif et la partie production. Non, ça devient forcément la production, mais c'est tant mieux, prend beaucoup de place. Donc mon mari va m'aider pour la partie administrative. Voilà, là, à terme, il y aura, c'est ce qu'on peut espérer pour moi, c'est que j'ai besoin de quelqu'un. Maintenant, il faut bien savoir, pour moi, la fabrication des couleurs, c'est viscéral, c'est en moi. C'est donc ce que je délèguerai pas. Voilà. C'est à la différence peut-être de la concurrence. La partie commerciale, c'est pas. Donc je vais pas. Si j'engage quelqu'un, c'est pas un ouvrier pour produire. Ce sera plutôt voilà, quelqu'un qui fera peut-être le commercial, les relations, on verra un peu. Mais donc voilà, moi c'est vraiment, j'adore être dans mon atelier, il faut le supporter aussi, hein. Je travaille beaucoup toute seule, tout le monde n'apprécie pas forcément, moi j'adore, voilà, j'ai mes petites habitudes, j'écoute énormément de livres maintenant, donc je suis très, voilà. Donc mon atelier, bon ça c'est une partie, hein, j'ai quand même un bon 100 mètres carrés. Il n'y avait pas de magasin, vous vendez uniquement par internet? Donc à l'atelier j'ai un petit point de vente. Là où je suis installée, il y a un magasin maintenant qui a pris ce qui m'arrange bien, qui a pris mes couleurs et qui revend mes couleurs localement. Et sinon oui, je passe beaucoup par. Il y a une partie qui se fait par internet et puis il y a une partie qui passe par les. Il y a quelques magasins qui ont déjà osé, je vais le présenter comme ça, prendre Isaro. Et qui sont contents après. Aquarelle et pinceau, c'est... Oui, voilà, il y a, ici à Angoulême, il y a quand même Monsieur Martinez, donc aux fines couleurs. Monsieur Martinez, c'est vraiment l'exemple même. Je conseille d'ailleurs aux personnes qui sont de la région d'aller chez Monsieur Martinez, que je l'ai rencontré mercredi. C'est quelqu'un d'abord qui est très riche, qui connaît extrêmement bien ses produits. Parce qu'il y a une pratique derrière. Donc là, on le sent tout de suite. Enfin, moi, je peux tout de suite savoir. Et je pense qu'à l'inverse, c'est aussi que. Donc c'est très gai, mais en tant qu'artiste, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il vous répondra. Je suis certaine qu'il saura vous répondre de manière correcte. Ce ne sera pas un discours commercial. Il y a une connaissance derrière. Mais par exemple, M. Martinez, c'est l'exemple même d'une personne qui a osé prendre un petit risque. Hein, parce que bon, après. Pas non plus de tout gros investissements, j'ai pas un présentoir avec 120 couleurs, je suis assez limitée, mais donc qui s'est intéressé, tiens, produit artisanal, qui a un peu regardé, qui a demandé à avoir des produits, qui a testé, quand vous vous adressez, c'est sans prétention, mais quand vous êtes avec quelqu'un qui connaît un produit, généralement, il teste Isaro et c'est bon, le produit est bon, et donc il l'a pris. Voilà. Donc il y a quelques magasins comme ça qui commencent à avoir envie d'avoir un produit un peu différent. Juste une question, et tu dis que tu travailles toute seule, mais est-ce que tu penses un jour former un apprenti pour continuer Alors ça va, on va voir s'il y a une demande déjà pour commencer, c'est pas évident. Mais il y a des enfants, donc on verra un peu ce que les enfants... Est-ce que tu accepterais? Ce que j'accepterais, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué en soi, c'est un métier, faut être sûr, quoi. Je veux dire, quand vous commencez là-dedans, en fait, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure, vous savez pas très bien où vous allez.
Je vais pas cacher, il y a des gens qui peuvent être intéressés, pas forcément dans le bon sens, qui essayent de prendre des infos, ça n'est pas très bien, donc c'est compliqué. Donc il faut vraiment, il y a un secret professionnel qui est, en fait, ça c'est général, c'est pour tout le monde, il y a une valeur dans les tubes, dans la marchandise, mais la plus grosse valeur, c'est ce qu'on appelle nos, c'est ce qu'on a, c'est nos recettes, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on va vendre. Donc il ne faut pas se planter, il ne faut pas les donner à n'importe comment, à n'importe qui. Donc c'est pas toujours évident parce que voilà, là j'ai déjà travaillé avec d'autres personnes qui viennent à l'atelier. Vous pouvez expliquer quelque chose, mais que la personne ne se rende pas compte que c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut raconter à tout le monde. Donc ça c'est quelque chose maintenant que j'ai appris à cadrer aussi dans la. Voilà. Vous avez déposé un brevet quand même? Non, il n'y a pas de brevet. C'est coûte cher de déposer un brevet. Voilà. C'est énorme. Mais je ne suis même pas sûre qu'il y ait. Voilà, c'est normal le coup. Donc, et donc après, mise en tube, collage des étiquettes. Donc pour ceux qui travaillent avec les couleurs Isaro, c'est nos petites mains qui ont collé les étiquettes. Mais au départ, la machine s'y est mise. Donc voilà, il y a un petit travail. Donc il y a à chaque fois une bande de couleurs sur les tubes. Je vous montrerai les tubes, mais donc la bande de couleurs, c'est la couleur qui est dans le tube. Donc je fais un mélange en fait sur papier du pigment avec de la couleur avec un produit style acrylique, un médium acrylique pour imperméabiliser. Et donc vous retrouvez quand même une couleur qui est très proche de la couleur que vous avez trouvée dans le tube. Donc, des questions, s'il y a des questions plus spécifiques auxquelles je peux essayer de répondre. Les pigments sur les pigments. Les pigments naturels. Donc maintenant, actuellement, on travaille je travaille quasiment qu'avec des pigments de synthèse, sauf les terres. Les pigments naturels, en fait, ont pour défaut de moins bien tenir à la lumière. Or, voilà, la demande, c'est quand même que les pigments tiennent, il y ait une résistance à la lumière, et les pigments naturels passent beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que je les... Donc j'ai quand même c'est un peu particulier. Donc dans la gamme Isaro, je travaille mis à part les terres qu'avec des pigments de synthèse, qui peuvent être organiques ou minéraux, et qui ont une permanence qu'on appelle de 7 ou 8 sur une échelle des lames bleues, donc avec une très bonne permanence. Je descends pas en dessous, mais en parallèle, j'ai rencontré quelqu'un qui a décidé de retravailler des pigments plus anciens, et donc il cultive en Belgique de l'indigo, et puis donc il y a une petite gamme de 12 couleurs aquarelles de pigments naturels, et qui est venue vers moi pour les broyer. Je pense qu'apparemment, il n'y avait personne d'autre. Hein. Donc le projet aussi a pu se réaliser parce que j'existais. Voilà, il y a des rencontres aussi qui se font. Donc c'est comme ça que je peux broyer des couleurs naturelles. Mais donc ça ne rentre pas de toute façon, donc c'est une gamme à part qui est d'ailleurs gérée par une autre personne, mais ça ne rentre pas dans ma gamme parce que il n'y a pas cette permanence que j'exige pour mes couleurs. En fait. Voilà. Mais après c'est très agréable parce que j'ai vraiment eu l'occasion de travailler avec tous les types de pigments. Et comme on aime bien ça, voilà, ça tombe bien. Il y a une différence de tenue entre les pigments organiques et les pigments minéraux? Alors, les pigments minéraux ont certainement une permanence encore plus élevée que les pigments organiques, même de synthèse. Mais on a maintenant des pigments organiques qui tiennent de synthèse, qui tiennent tout à fait bien. Hein, il ne faut pas avoir peur. Généralement, là, c'est pour... voilà, normalement, les pigments et les couleurs qui sont proposées aujourd'hui, quand on met dans de l'extra fine, ils sont censés avoir une permanence. C'est aussi ça, une couleur extra fine. C'est une couleur broyée de pigments à l'origine, en fait. Mais aujourd'hui, les pigments sont très très fins, donc c'est plus un travail de qualité de liant et de choix de pigments. Que penses-tu de toute la production actuelle? Au niveau de l'huile, de l'aquarelle, est-ce que ton avis, tout simplement? Je pense au niveau de la production actuelle,
il y a encore, enfin d'abord c'est soit des grosses structures, même s'il existe encore des petits fabricants. Donc, je disais, je suis la plus petite, mais il y en a quand même qui tournent autour de 3-4 personnes. Donc vous avez déjà ces deux dimensions-là qui sont quand même différentes. Je pense des couleurs. Moi, c'est ce que j'entends en fait. J'entends des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont contents. Je suis partie du principe qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde de toute façon. L'unanimité est impossible à obtenir. À partir du moment où vous dites, vous acceptez ça, vous vous libérez déjà d'un problème. Donc voilà, il en faut pour tout le monde. Je dirais pas que c'est tellement la production. Je pense que là où il y aurait un intérêt, quelque chose d'intéressant, c'est l'artiste en fait. On travaille au niveau de la connaissance. Donc il y a des personnes qui s'y réintéressent, qui s'intéressent aux produits qu'il y a dans le tube. Là où le fabricant a un peu perdu son rôle, c'est justement dans on en passe maintenant forcément par des points de vente. Alors Internet n'a pas aidé non plus, ça devient très impersonnel. Et donc on perd ce contact qui est pourtant important et qui a toujours été, enfin qui a longtemps été présent, où l'artiste d'abord apprenait à broyer ses couleurs. Bon, ça avec l'arrivée des couleurs en tube, c'est perdu. Forcément. Après, il y a quand même eu un lien, le magasin Sémelier, donc ils ont accueilli quand même des très grands artistes. Il y avait un lien entre l'artiste et le fabricant, et ça s'est réellement, ça je pense que vraiment ça s'est perdu, probablement parce qu'à un moment on a fait des trop grosses structures avec un gros marketing, et nous les petits artisans on ne sait pas concurrencer un marketing comme l'heure, hein. C'est sûr que il y a des marques voilà, qui... C'est comme pour tout, hein. Il y a Nutella et puis il y a les autres. Quoi. Alors, justement, tu nous as parlé des couleurs, tu cherches à faire un produit extrêmement pur, on va dire. Et il semblerait que des fabricants mettent beaucoup d'additifs, mais toi-même déjà tu es obligé de mettre un additif, des conservateurs. Ah oui, de toute façon quand on travaille l'aquarelle, ça je ne sais pas préciser, mais donc gomme arabique, le pigment, mais gomme arabique, miel, glycérine, mais bon, et de l'eau. Donc on est dans un milieu fertile à la production de bactéries, donc on est obligé, ça d'office, de mettre un conservateur. Donc oui, là il y a toujours une partie un peu plus chimique, mais voilà, c'est les conservateurs qu'on utilise aussi dans les cosmétiques. Alors bon, ça reste pour l'aquarelle, donc vous ne la mettez pas sur la peau, en principe, vous la mangez pas trop. Donc, oui, la différence en fait, moi, c'est que tout additif que je rajoute doit avoir une raison qui ne doit... Enfin, je me détache à tort, enfin, je ne vais pas dire à tort parce que c'est dans votre intérêt, mais je pense une couleur d'abord au niveau de sa qualité et de la personne à qui je vais la destiner avant d'avoir une démarche totalement commerciale. Je ne pourrais ne pas produire une couleur parce que je suis vraiment pas rentable ou qu'elle va être trop chère, voilà. Mais je rajoute pour améliorer. Maintenant, en additif, c'est parce qu'on parle de charges. Alors les charges, effectivement, il y a des charges bas de gamme. Il y a des charges aussi qui sont plus chères qu'un pigment. Donc ça peut vraiment être utilisé à bon escient. Mais là aussi, c'est un peu... on a fait une espèce de... Tout ce qui est chargé est très mauvais. Ça dépend comment ça se travaille, pourquoi. Voilà, parce qu'il y a des forces colorantes qui sont différentes, il y a des puissances. Il faut que ce soit agréable sur la palette de l'artiste. En fait. Donc là, c'est l'objectif. En fait. Quand je rajoute un additif, c'est qu'il y a une raison pour l'artiste, pour avoir quelque chose de plus qualitatif. Voilà, quand on broie par exemple le bleu d'outre-mer en huile, le bleu d'outre-mer ou un orange de cadmium, en tube, on a cette contrainte du tube, donc la pâte est magnifique quand elle sort de la machine, si vous rajoutez rien, elle fond, on appelle ça, elle fond en tube. Donc pour l'avoir vécu, c'est un voyage qui se perd, c'est-à-dire que pour finir, elle devient toute liquide, ça rebouge encore. Donc il y a un travail quand même derrière, des contraintes qui imposent de s'intéresser à ce qu'on peut rajouter dedans. Voilà, alors comme au niveau des marchands, enfin des fabricants, plus personne ne veut vraiment dire ce qu'ils mettent dedans. Il y a une espèce de mystère qui s'est mis. Alors il y a ceux qui ont dit qu'ils mettaient rien, mais que les autres mettaient plus.
Et donc maintenant, plus personne ne nous dit rien. Donc du coup, on perd en transparence, c'est dommage. Alors moi, je partage, peut-être pas voilà, toujours, mais j'ai pas de problème à partager d'ailleurs avec des personnes, à expliquer. Je me méfie simplement de ce qui peut se retourner au niveau de la concurrence, soit mal interprété. Voilà, j'ai déjà eu des expériences où c'est déformé, c'est normal. Hein. Donc voilà, ça répond à la question. Oui, tu as parlé aussi des facilitateurs d'effets ou moi, je rajoute pas. Oui. Voilà. Bon, L'eau qui est obligatoirement distillée parce qu'il peut y avoir des impuretés qui font... Voilà, donc on peut rajouter effectivement les aquarelles. On l'a vu hier, et pour les personnes qui n'étaient pas là, je peux vous montrer après la conférence. Donc le fiel de bœuf en aquarelle qui fait fortement diffuser la couleur. Moi, je ne rajoute pas. Parce que je suis vraiment pas pour... je vous dis, il doit y avoir une raison... ça doit apporter quelque chose, mais je ne veux pas influencer la couleur. C'est ça, c'est vraiment ça. Un pigment a une caractéristique, il est transparent, il est opaque, il granule pas, on va reparler de l'aquarelle. Donc il a des comportements, mais moi je ne veux pas interférer dans ces comportements. Un choix. Donc un pigment, généralement, quand il est broyé, il ne diffuse pas spécifiquement beaucoup. On peut rajouter un produit qui fait qu'il va plus diffuser. Moi je ne le fais pas, mais je suis tout à fait pour expliquer voilà, comment y arriver, pourquoi rajouter dans certaines couleurs du cicatif, mais je ne rajoute pas. On me l'a demandé, mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Le picton qui fâche, évidemment, c'est l'artisanat, dans la culture, il doit être avec tous les Non. Alors, non. Mais oui, je vais quand même l'imposer parce que c'est vrai qu'on a une idée d'artisanat. Alors moi, je ne sais pas très bien comment arriver à me détacher ou à bien faire comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, je suis, au niveau des prix, je suis à 3,95 € en entrée de gamme en 7 ml pour certaines couleurs. Plus la série 1 commence à... La série 2, donc avec toutes les terres et tout ça, je suis à 5,30 € pour 7 ml. Si vous calculez au millilitre, je ne suis pas plus chère que les autres. Je dois être au niveau de Sennelier, je pense que les autres sont souvent... Non, tu es en dessous même. Voilà, je suis encore en dessous de Sennelier, ça dépend des promos. Alors, au niveau des promos, voilà, ça c'est aussi un truc très commercial. Il y a beaucoup de promos qui sont à gauche, à droite. Je ne suis pas très pour non plus. Je suis un peu embêtante. Hein. Mais parce que ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, il faut le réfléchir quand même 2 minutes. Ils ne font pas une promo, elle est réfléchie déjà, leur promo depuis le départ. Hein. Enfin, je ne peux pas croire le contraire. Donc ça veut dire que quand vous payez votre prix bien, comment dire, vous le payez trop cher pour fumer. Enfin, moi je le pense comme ça. Et donc j'ai un problème à vous faire payer mon tube 8 € en me disant oui mais en juin je vais faire 25%. Donc voilà, là c'est la partie où moi je suis un peu voilà, où les magasins c'est un peu plus compliqué, mais je n'aime pas trop voilà, les promos. Je peux faire, de toute façon, dans mon calcul de prix, je peux accepter 10%, mais sinon je commence à plus être rentable. Et je ne voulais pas proposer un produit justement trop cher, donc je suis restée dans un prix le plus juste. Donc il y a des différences de prix au sein de la gamme qui sont liées aux pigments que j'utilise. Il y a des pigments qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Tout ce qui est véritable cobalt, véritable cadmium, c'est pas du tout les mêmes prix qu'une terre ou un oxyde de fer. Donc je pense d'ailleurs même en huile, je suis dans des prix tout à fait corrects, notamment pour les pigments qui sont plus chers, les cadmiums, par rapport à la concurrence. Hein, je suis vraiment là. Voilà. Je pense pour les internautes, ceux qui veulent de l'huile, c'est le moment. J'ai des cadmiums qui sont tout à fait dans des prix corrects. Je pense que tu pratiques la vente directe, ce qui veut dire aussi qu'on économise toutes les marges de toutes les chaînes commerciales et alors comme tous les je frais. passe par les magasins, par décence quand même pour les magasins, j'impose un prix, je fais comprendre quand même que j'aimerais bien que le prix soit un maximum respecté. Je ne suis pas contre qu'il y ait des petites ristournes qui puissent se faire, mais donc tout le monde vend quand même plus ou moins au même prix zéro. J'apprécierais pas trop, mais donc c'est là qu'il y a aussi voilà,
des réflexions commerciales, qui est un magasin ou une plus grosse chaîne qui puisse prendre Isaro et puis casser mon prix. Donc au niveau de mon site, bon, c'est une chose. Je pense quand même aux plus petits magasins qui ont pris Isaro au départ et qui devraient commencer à concurrencer. Et ça, c'est clair, c'est dit. Il y a des plus grosses marques qui font de l'ombre et qui n'aident pas les plus petits magasins. Et donc voilà, je reste quand même réceptive à ça. J'ai des gens qui m'ont fait confiance au départ et qui m'ont soutenue. C'est pas pour après aller dans... Donc c'est clair que j'ai un... On me dit oui, est-ce que j'ai du marketing, pas assez de marketing, un commercial. Je ne suis pas une commerciale pure et dure. J'ai une grosse approche humaine qui reste présente et qui dicte voilà, certaines conduites et où quand on m'explique, je suis ouf. Voilà, il y a des choses que j'aime pas. Marketing déontologique. Voilà, mais ça on va y revenir. Il faut s'accrocher, mais on y revient. Je le sens, enfin, moi à la base je vis en Belgique. Donc déjà en Belgique, l'artisanat, c'est pas la même dimension que pour la France. On a vraiment eu un problème en Belgique. On essaye de revaloriser l'artisanat. Donc c'est fort, je pense que c'est fort différent de la France, où vous avez toujours eu une culture. Enfin, chez nous, c'était vraiment artisanat, donc bon, mauvais, je sais pas. Donc on a maintenant des labels, on commence à pouvoir. Et je trouve que même pourtant, ça va faire 10 ans. Je retrouve il y a un retour à une envie de produit fait main, 100% belge. Voilà, on commence à accepter, il y a un retour qui se fait. Oui, il y a un retour de la part du consommateur de manière générale, peut-être pas juste pour le Beaux-Arts, à se questionner sur où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait. Voilà, une traçabilité, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas toujours très nettes. Et là, je pense qu'on commence tous de manière générale à se questionner sur ça. Tu aurais été en France, tu aurais déjà eu Jean-Pierre Pernaut qui aurait fait un reportage sur toi, il n'y a pas de souci, hein, parce que avec ta façon de faire qui est très cadre, structuré, précis, etc. En t'entendant, ça m'a fait penser à Kubrick aussi. Kubrick qui refusait ceci, qui refusait cela, et tout était pour le produit, pour la façon comme tu l'as vu, oui, et comme tu l'as décidé. Un exemple, même si oui, ils sont rares. Je trouve que Steve Jobs, c'est quand même aussi un exemple. C'est très intéressant de relire un Steve Jobs, parce qu'on n'apprécie pas forcément toujours le personnage, mais quand vous entendez la finition, tout ce qu'il avait comme intérêt dans son produit, jusque dans la boîte, l'expérience que vous devez... Voilà, c'est un beau terme en fait chez Steve Jobs, l'expérience. Vous devez vivre une expérience, vous devez rentrer, vous devez ouvrir cette boîte et vivre quelque chose. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire hier, voilà, peut-être plus modestement, mais c'est gai de vivre une fois une expérience de couleur, voilà, c'est ce qu'on... Enfin, moi, je trouve ça... Donc c'est vrai, je suis pas, pour certaines choses, je suis pas hyper coffret parce que je sais jamais très bien, je vais être honnête, je sais pas très bien ce que je dois mettre dedans, comment, enfin, quel choix, donc ça me prend la tête, je peux, voilà, et j'abandonne, et voilà, je suis pas très coffret, je suis pas... Mais je pense qu'on va retourner à des... Voilà, il faut juste s'accrocher un petit peu et retourner, on va retourner à ça. D'ailleurs, moi je l'ai vu parce que j'ai fait le salon de Francfort, qui est un très gros salon où on retrouve toutes les toutes grosses marques, donc c'est un salon professionnel qui est destiné en fait aux magasins qui revendent du Beaux-Arts. Donc il y a une partie Beaux-Arts, donc il y a tous les gros, tout le monde est présent, donc cette année-là j'y étais, j'y vais pas chaque année, donc on est tous là, donc d'abord ils vont tous se voir les uns les autres, pour voir comment ça se passe chez toi. Et alors, c'est marrant parce qu'on voit vraiment, même chez les fabricants, leur ouverture d'esprit. Je peux dire qu'il y en a qui sont très fermés, et il y en a où un petit fabricant comme moi, il y a encore, voilà, ils n'ont pas peur. Ça, c'est les plus chouettes qui viennent s'intéresser et qui sont contents que qu'artisanat soit encore très bien. Donc il y a quand même chez eux, un retour parfois pour certaines questions. J'ai juste une dernière question, parce que ta façon de procéder, on a l'impression
un espèce de maître de la couleur, tu vois. Et est-ce que, et c'est aussi pour ma vidéo, est-ce que tu accueilles ou éventuellement tu penses à accueillir, je sais pas, des artistes, parce que tu disais il y a plus d'artistes qui broient leurs couleurs, qui fabriquent leurs couleurs, etc. Est-ce que tu penses éventuellement dans l'avenir accueillir des artistes et peut-être les reformer à tout ça Au broyage aussi, il y en a qui sont intéressés plutôt, pas intéressants, intéressés. Lapsus. Et intéressants. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, on ferait une petite sélection. Intéressé, pourquoi pas. Maintenant, je pense que l'artiste, je ne sais pas s'il va revenir carrément à un broyage de ses couleurs à l'ancienne. Moi, je les invite et j'invite des groupes, comme tu l'as fait, mais je dirais, évidemment, dans mon atelier, c'est plus facile, mais à faire une visite où là, je fais vraiment une démo, voilà, je veux dire live, mais où j'explique. Moi, je trouve ça intéressant vraiment de remontrer les pigments, les produits, d'où ça vient. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais. Donc oui, j'accueille. Maintenant, broyer les couleurs, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, j'ai déjà eu des personnes qui veulent venir voilà, pour voir un peu comment je travaille. Voilà, je reste ouverte à toutes les propositions et à toutes les demandes. Et puis en fonction, je vois un petit peu... Il y a des magasins qui vendent des sachets de poudre. Pardon ? Il y a des magasins qui vendent des sachets de poudre, de pigments. Oui. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ah, mais il y en a qui... Oui, mais vous pouvez l'utiliser. Soit vous le mélangez, à mon avis, soit il y en a qui font de l'huile. L'acrylique, c'est quand même assez facile à faire. Vous achetez un liant acrylique, vous trouvez aussi généralement le liant, puis vous mélangez. Et puis il y en a qui vont dans des recherches aussi, qui pulvérisent le pigment. Il y a quand même des recherches aussi qui se font en acrylique. On se permet aussi beaucoup de choses, comment dire, des recherches artistiques où ils mélangent le pigment avec une autre matière puis ils collent sur la toile. Donc voilà, c'est possible. Mais il y en a peut-être encore qui... Enfin, je ne dis pas que plus personne ne voit ces couleurs. Je dis que c'est vraiment très restreint le nombre de personnes qui voient encore leurs couleurs. Est-ce que vous êtes sollicité souvent pour une expérience comme celle-là? Alors, à mon avis, ça va venir, mais j'ai déjà fait quelques fois, moins que ce que... De nouveau, je pense que voilà, ça s'est perdu. Alors, il y a peut-être... Est-ce que les gens n'osent plus aussi demander je ne sais pas très bien. Donc, je n'ai pas énormément de demandes comme celle-ci, mais je trouve que ça devrait pouvoir... J'ai des demandes quand même pour l'atelier, pour visiter mon atelier directement. Se déplacer pour avoir un petit groupe comme ça, c'était plutôt ma question. C'est pas... Non, je n'ai pas encore vraiment... Comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas encore tellement de... Oui. Il y a tout le monde dans des structures qui accueillent... Ah oui, ça c'est sûr. Oui, Gérard. Je ne voudrais pas faire de concurrence à Manu, mais je crois qu'il y a encore quelques personnes qui ne savent pas que tu as fait un livre qui, paraît-il, est très intéressant. Oui, c'est juste. Donc, vous voyez mon aspect très marketing, je ne me vends pas toujours très bien, mais donc j'ai écrit avec Fabien Pétillon qui m'a aidé, comme je l'ai dit, à la création des aquarelles. On a écrit un livre sur la couleur. Donc ça, c'est une chouette expérience aussi. Donc en fait, voilà, la couleur expliquée aux artistes. Donc en fait, parfois on parlait de certaines notions où j'étais pas totalement d'accord avec ce qui était expliqué. Et donc j'ai eu envie je me suis dit tiens, ça pourrait être peut-être intéressant de recadrer certaines choses, enfin de les remettre dans leur contexte. Et donc je me suis dit je vais envoyer mon idée à quelques éditeurs, donc j'ai regardé ce qui existait, dont notamment Erol, qui est à Paris, et qui m'ont... j'ai eu 4 réponses, donc en plus j'ai pu choisir lequel je voulais. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né le livre. Donc comme je le disais, j'ai une formation de journaliste, donc forcément j'ai une formation d'écriture et de recherche. Donc c'est vrai que le journalisme, les études de journalisme, c'est quand même basé sur l'investigation, la recherche, se questionner,
recouper les informations avant de les écrire sur papier. Donc il y a eu toute une recherche qui a été faite et qui m'a poussée vraiment encore plus loin dans la couleur et dans les pigments. Il y a toujours, ça reste toujours un questionnement voilà, sur des mélanges, c'est infini en fait. Donc voilà, toutes les illustrations sont faites par Fabien Pétillon, qui à chaque fois illustré le livre. C'est aussi beaucoup de travail. Donc vous le trouvez partout. Tu vérifies le passe-pain, il est à la FNAC. Voilà, il est partout. Oui, quand on dit il va arriver avant que je rentre. Voilà. Moi, excuse-moi, je pense que j'ai encore plein de questions à te poser sur les pigments, leur nature, leur origine. Mais je ferai ça cet après-midi, peut-être. De toute façon, on va retoucher à toutes les couleurs, à toute la gamme. Ça va être ça aussi l'expérience pour les personnes qui sont restées après-midi, c'est que je suis venue avec toutes mes couleurs, en principe, peut-être une par hasard. Donc ça va être une expérience aussi, je pense, de pouvoir une fois utiliser tous les jaunes, tous les bleus, les remélanger ensemble, les associer. Et dedans, donc en fait d'ailleurs c'est le début du livre, c'est acheter moins mais mieux. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est à partir du moment où, donc de nouveau, je pense qu'on peut quand même sentir qu'il n'y a pas, j'ai pas envie de vous faire acheter toute la gamme. Le but c'est d'acheter vraiment. Ce qui est important, c'est de bien sélectionner vos couleurs. D'ailleurs, je pense que parfois on est un peu tenté à dire oh, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Mais si vous regardez vos tubes, vous verrez qu'il y en a qui se vident nettement plus vite que d'autres. Et ça va rester. Et donc il y a un moment où vous sentez réellement les couleurs pour lesquelles vous avez une attirance. Voilà, ce qui serait bien, c'est que vous le sachiez avant d'acheter tous les autres. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà. Plus de questions. Merci. Merci. C'est pas qui a eu l'idée de vous inviter, mais c'est très bien. Voilà.